mais avec enthousiasme sur le chemin des solutions. En plus des raisons qui ont déjà été dites, il y a une raison supplémentaire pour laquelle nous avons invité Jean-Luc Mélenchon, à qui je m'apprête à donner la parole. C'est celle qu'il revendique et qu'il porte haut, qu'il est devenu le héros de la reconquête du peuple, de sa parole, de son écoute, de sa prise de pouvoir. Et donc je pense que l'introduire en rappelant quel est l'article 3 de la Constitution, de notre Constitution, qui est toute simple. La souveraineté nationale appartient au peuple, et après on vous dit comment il l'exerce, mais la souveraineté nationale appartient au peuple. Jean-Luc Mélenchon, la parole est à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour certains, chers vieux amis, non, amis de longue date. Dieu aussi, je m'exprime devant vous en pleine conscience du moment singulier qui nous rapproche à cet instant. À toutes et à tous, salut et fraternité. Je me présente devant vous accompagné d'une délégation composée de Younous Omarjee, eurodéputé insoumis que vous connaissez, de Manuel Bompard, directeur des campagnes du mouvement à la France insoumise, de Bernard Pignerol, qui est mon conseiller spécial, comme son titre l'indique, me donne des conseils spéciaux, de Lise Maillard, qui est la directrice de mon cabinet marseillais, et d'une délégation des Insoumis des Bouches-du-Rhône. Je m'exprime devant vous en assumant la responsabilité que des combats de longue marche et des destins ont permis que j'ai. N'ayez pas l'arrogance de croire que la France a attendu votre survenue pour qu'une alternative existe. Si aujourd'hui, je peux être avec Bernard Borgiali, Kamel Benjegalal, Prune Noir, un cheminot, un camionneur et une juge administrative candidate pour les Bouches-du-Rhône sur notre liste aux européennes, c'est parce qu'auparavant, en fidélité au vote du peuple en 2005, nous avons rompu avec le cadre qui interdisait à ce peuple d'être acteur de son histoire, c'est-à-dire les cadres pourris, des compromis de toutes sortes, des arrangements, de la distance sans cesse répétée entre le dire et le faire, qui a permis qu'à travers 2 élections présidentielles, construisant non pas un parti révolutionnaire, mais un peuple révolutionnaire, le peuple de la révolution citoyenne, 7 millions d'entre eux se soient regroupés sur ma candidature, conférant ainsi à tout ce que nous entreprenons à cette heure même une légitimité que rien n'aurait sans cela. La formation d'un groupe parlementaire qui nous a permis de passer du singulier au collectif, aux yeux, aux vues de toutes et de tous, avant que, dans la prochaine élection, si le vote des Français nous accompagne, se forme ce commando de combat que nous voulons voir arriver au Parlement européen. Je ne suis pas venu vous séduire, ni vous courtiser, ni vous admonester non plus d'ailleurs, ni vous reprocher vos nombreuses erreurs. Car vous pourriez me faire remarquer que j'en ai partagé un certain nombre avec vous. Je suis venu pour vous dire que vos décisions, vos discussions sont attendues, regardées, et que bien sûr, j'ai le cœur plein de l'enthousiasme que serait une décision de votre part qui vous conduirait à bifurquer vos chemins.
pour les porter en jonction avec les nôtres. Que finisse cette longue solitude pour moi d'avoir été séparé de ma famille, intellectuelle et affective. Parce que, si chaleureux qu'était la rencontre, les rencontres qui m'ont permis de construire avec d'autres cette force, mes amis, vous me manquiez. Alors, la responsabilité, je l'assume en toutes circonstances. Et quand le président de la République, le jour où il tenait un sommet, non pas avec moi, mais avec Madame Merkel, j'ai l'impression que la presse l'a un peu oublié ces jours derniers, traîne dans les rues à Marseille à minuit et demi, et que je m'y trouve comme député de la circonscription et qu'il vient à ma rencontre, eh bien oui, j'assume ma responsabilité, je ne joue pas un épisode supplémentaire de Bouba et Caris. Je ne le fais pas parce que Madame Merkel est là et que le devoir des Français est de savoir, quelles que soient les circonstances et les adversités, les contradictions et les polémiques, d'abord assumer le respect qu'ils doivent à leur propre République, y compris lorsqu'elle s'incarne dans quelqu'un avec qui on a des désaccords absolus. L'alternative et la responsabilité, ce n'est pas non plus de vous proposer des arrangements conformes aux ratatouilles que je vois s'organiser, qui sont une espèce de combinaison des plans de carrière et des plans de sauvetage, au final des plans de rattrapage du Parti socialiste et des divers débris qu'il encourt. Il s'agit de construire autre chose. Nous ne nous parlons pas entre nous. Nous parlons au peuple français. Il ne s'agit pas de voir comment nous allons pouvoir continuer en fidélité à des engagements antérieurs au prix de tel ou tel bricolage idéologique, les femmes et les hommes que nous sommes, mais de savoir comment nous allons répondre à un défi entièrement nouveau qui se présente à la civilisation humaine, qui combine tous les défis du passé, ceux qui résultent du capitalisme et des crises innombrables qu'il provoque mécaniquement, mais d'une que nos fondateurs avaient moins bien vue que les autres. Le capitalisme productiviste porte en lui la fin de la civilisation humaine, parce qu'il est incapable de réguler, du fait de la contradiction des intérêts particuliers les uns avec les autres, je ne sais quelle harmonie qu'il pourrait et devrait trouver avec la nature. L'harmonie avec la nature signifie régler les rythmes de la prédation humaine sur la capacité qu'a la planète à reconstituer ce qu'on lui prend. L'harmonie n'est pas une dimension métaphysique. Il est comme dans la musique, la concordance des temps sociaux, écologiques et humains. C'est cette harmonie qui est notre nouveau défi, qui appelle une autre réflexion sur le réel, et être capable de comprendre que si naturellement le partage des richesses demeure le cœur de la dynamique des sociétés, puisqu'il est encore aujourd'hui la raison pour laquelle les uns ont tout et les autres de moins en moins, et que bien sûr cela définit un océan d'inégalités qui aggrave toutes les circonstances dans lesquelles les êtres humains sont à l'œuvre. Il n'empêche qu'on ne peut contourner ce défi et que pour y répondre, il est impossible de le faire dans le cadre du capitalisme de notre époque. Faut-il qu'après que tant d'entre nous l'aient dit, on ait attendu M. Hulot pour comprendre qu'on ne peut pas faire une politique écologique dans le cadre des traités européens? On ne peut pas le faire. Et par conséquent, surgit devant nous, à côté du combat classique qui nous a appelés nous-mêmes à nous engager, un nouvel intérêt, qui n'est pas seulement un intérêt de classe, mais qui est un intérêt général humain. Nous ne défendons pas la nature en général, nous défendons le seul écosystème compatible avec l'existence des êtres humains. La nature et la planète pourraient rouler encore des millénaires dans l'univers infini sans qu'il y ait sur cette terre un seul être humain qui y reste. Ce que nous défendons,
c'est la possibilité pour cette civilisation humaine de trouver ce rebond que les circonstances appellent. Et pour cela, il faut disperser les illusions et trouver en nous-mêmes ce qu'il y a de plus fort. Oh, ici, il n'y a pas de problème d'identité. Je sais qui nous sommes. Nous sommes les héritiers du Quattrocento et de la Renaissance humaniste. Nous sommes les héritiers des Lumières. Nous sommes les héritiers de la Grande Révolution de 1789. Nous sommes les héritiers de la Commune de Paris. Nous sommes les héritiers de la Résistance. Et, pour prendre une date plus récente, nous sommes les héritiers de la décision du peuple français en 2005 que le bilan qu'il tirait de tous les traités européens qu'il avait jusque-là approuvés, la réponse des Français est non. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, la rupture doit être organisée. Ce n'est donc pas cette filiation qui est en cause, mais les moyens que nous allons mettre en œuvre pour l'assumer. On me demande de disserter sur le marché et la souveraineté. Je n'aurai pas le mauvais goût de reprendre ce qui a été dit excellemment avant moi, peut-être parce que je le ferai moins bien, mais sans doute plus longuement, ce qui vous serait insupportable. Mais il faut quand même interpeller. Mais de quoi parlent ceux qui viennent tous les 5 minutes nous demander, l'œil torve, est-ce que vous acceptez l'économie de marché? Et pourquoi pas la loi de la gravitation universelle? Eh bien, je réponds que oui, je reconnais la loi de la gravitation universelle et que pour descendre les escaliers, je lève les pieds. Mais reconnaître la loi de la gravitation universelle, ce n'est pas dire quel escalier je vais prendre, ni de quel côté je vais monter. De la même manière, quand on me parle du marché, je me permets d'avoir un sourire à l'égard des pédants. De quoi parle-t-il? Croit-il que ce que nous avons sous les yeux, c'est une économie de marché? Mais quel genre d'économie y a-t-il qui ne soit une économie de marché? Le troc est une économie de marché. Mais l'économie de marché a une base dans toutes les circonstances et dans toutes les formes d'organisation. C'est qu'elle se fait l'intermédiaire entre des valeurs d'usage. Et que pour la première fois dans l'histoire longue du capitalisme, ce qui se négocie, ce ne sont pas des valeurs d'usage, mais des valeurs d'échange. Et à un moment où le signe qui était censé incarner cet échange, la monnaie, cesse d'être une intermédiation entre deux valeurs réellement produites, et lui-même étant une valeur. Le dollar qui inonde la planète, qui représente dans ses transactions quotidiennes des milliers de fois toutes les transactions réelles. Le dollar qui permet à un pays de vivre à crédit du reste de la planète sans avoir jamais à rendre aucun compte à qui que ce soit de sa valeur réelle qui égale à peine celle du papier et de l'encre qui a servi à l'imprimer. Est-ce une économie de marché que celle qui est placée sous la domination d'un empire qui dispose de la possibilité de battre monnaie autant qu'il veut et sans contrôle depuis le 15 août 1971 et qui gage sa monnaie sur la présence d'une force militaire répandue sur les 5 continents avec 700 bases comptant 600 000 hommes de troupes? Est-ce une économie de marché? Est-ce une économie de marché quand il est possible de réaliser des taux de profit de 12, 18, 20, 30%, ce qu'aucune économie réelle ne permet, mais que la spéculation, la transaction automatique, le trading à haute fréquence permettent d'accumuler et surplombent la microéconomie réelle des êtres humains et lui enjoint des taux de profit de la même nature, sauf à tout détruire. Et tout est détruit. Quand on ferme des entreprises qui réalisent du 8, du 10% de taux de profit, parce que le fonds de pension qui y a investi estime qu'à moins de 18 ou à moins de 20, rien ne vaut la peine d'être placé. Et qu'on peut voir dans notre pays le niveau de la désindustrialisation qui a résulté de la prédation gigantesque qui s'est abattue sur lui, dès lors qu'on a adhéré à cette folie de la libre circulation du capital, cette ineptie du libre-échange, soi-disant garant d'un développement spontané de l'humanité. Le libre-échange est une théorie du XVIIe siècle qui comparait les avantages des climats ici et là pour les productions de ceci ou de cela. La différence qui existe entre la production d'un composant électronique en Chine, en Inde ou en Europe
n'a rien à voir ni avec le climat, ni avec la qualification des ouvriers, ni avec les process de production. Il n'a qu'une seule origine, la différence de salaire, c'est-à-dire le taux d'exploitation et l'irresponsabilité écologique qui prévaut ici, qui met à la charge de toute la société la prédation qui est exercée à ce moment-là pour cette production-là. Ce n'est pas au marché que nous confions. L'humain doit reconquérir son thermisme. Le temps court du profit immédiat. Le temps long des saisons de l'être humain lui-même comme personne. Opérer dans les process de production, les matériaux que l'on utilise et les formes de la consommation que la situation appelle. Le temps long et la maîtrise collective de ce temps particulier est incapable d'en assurer la gestion. Dès lors, la gestion du temps long est nécessairement une gestion collective. Dès lors, la gestion du temps long est nécessairement une planification. C'est à l'exécution de la volonté générale. C'est au service public, en tant qu'instrument de répartition et d'élévation générale du niveau des populations en matière de santé, d'éducation, d'échange, de culture, que nous plaçons nos espérances. Oui, pour que la transition écologique indispensable à la continuité de la civilisation humaine ait lieu, il faut que la planification écologique ait lieu. Il faut que dans un délai extrêmement court, la patrie des Français renoue avec ce qu'il y a de meilleur de son histoire, qui n'est pas je ne sais quel ethnicisme, mais qui est le pacte qu'il propose à tout être humain et qui nous permet de le proposer à d'autres, à mesure qu'ils nous rejoignent. Liberté, égalité et fraternité est un message universaliste qui correspond à l'identité profonde de la patrie. Eh bien, notre message écologiste revient aux fondamentaux de la patrie républicaine. C'est un discours que nous adressons à toute l'humanité. Et parce que nous sommes la 5e ou la 6e puissance du monde, nous avons la capacité technique, politique, économique, scientifique, culturelle, de faire une offre, la seule qui vaille, des progrès et des modifications des process de production et de consommation que notre temps appelle. Les Français le peuvent, ils en ont les moyens. Voilà comment nous nous retrouverons nous-mêmes. Et ce qui est attendu de nous, c'est que nous tenions ce discours, et non pas d'obscurs chicayas qui occupent le reste du temps les débris de la vieille gauche. D'ailleurs, une de ces obsessions est dorénavant réglée. La crise du leadership populaire est réglée, me voici. Il vous suffit maintenant de vous attacher à ce qui compte, c'est-à-dire aux solutions et aux moyens de les mettre en œuvre, parce que c'est ça qui compte. Remerciez-moi de vous avoir débarrassé de cet encombrant problème. La social-démocratie historique, comme le libéralisme, sont des programmes épuisés. Il est vain de réclamer des appartenances sans doute touchantes et émouvantes, mais qui n'ont aucune espèce d'intérêt dans l'actualité. La social-démocratie prétendait faire l'économie de la révolution en corrigeant les inégalités par une distribution inégalitaire des fruits de la croissance. Fort bien, mais cela supposait un compromis avec le capital qui est devenu impossible puisque celui-ci s'est transnationalisé et que les pays traditionnels de la social-démocratie voient des peuples qui n'ont pratiquement plus aucune convention collective. Je pense aux Danois, où 80% de la population n'est plus sous convention collective, tandis qu'ici, du fait de la République sociale et de l'extension avant le saccage du Code du travail à tous les travailleurs des conventions collectives, 90% de la population était protégée par une convention collective arrachée par la lutte de classe. Alors, ce compromis-là n'est plus possible. Ensuite, l'idée qu'on puisse, par une distribution inégalitaire des fruits de la croissance, corriger les monstrueuses inégalités qui se sont accumulées pendant ces décennies, est une absurdité. Cela suppose une croissance sans fin dans un univers où la ressource, elle, est finie. Alors ce programme est périmé
il a eu son utilité, il nous a appris des choses, il nous a apporté des choses, comme ici dans cette salle, beaucoup ont apporté des choses. Et nous avons à l'égard des courants qui sont ici représentés des dettes amicales. Mais maintenant, il faut passer à la suite. Le libéralisme est un régime mortifère pour la planète. Vous le savez, je n'en fais pas davantage la démonstration. Mais le communisme d'État qui supposait un développement infini des forces productives à qui on attribuait métaphysiquement le résultat d'un progrès social lui-même infini, lui aussi a montré ses limites. Il s'agit donc d'être les promoteurs d'un modèle entièrement nouveau dont le programme L'Avenir en commun a dessiné la transition qui vous est proposée. Ce programme est porté par la France insoumise, mais il n'est pas sa propriété. Il résulte de tout ce que la société elle-même a produit. Ses forces sociales, syndicales, associatives. La réflexion qui, depuis que Attaque a permis de rallumer le feu dans nos esprits, et en faisant émerger l'idée d'un altermondialisme, nous a permis de penser en dehors des cadres qui, jusque-là, nous emprisonnaient dans l'idée qu'il y avait quelque chose d'inéluctable et que depuis la chute du mur, c'était la fin de l'histoire. Ce moment donc est précieux. Le défi contemporain est celui d'une nouvelle civilisation à naître, et nous autres Français, sans gêne, sans timidité, sans se flageller sans cesse, nous disons que nous avons une contribution essentielle à y apporter. Je ne viens donc pas vous présenter les 21 nouvelles conditions, mais vous proposer le partage d'un effort à accomplir en commun. Il ne s'agit ni de proposer un asile politique, ni aucune commodité d'hospitalité, mais de prendre vaillamment sa place dans le combat à mener et de le partager. Le programme L'Avenir en commun sera le moment venu, sans doute au début de l'année 2011, remis en débat. Et y participeront tous ceux qui partageront avec nous l'idée que l'année 2021, et y participeront tous ceux qui pensent qu'on peut aborder en commun l'échéance de 2022, qui n'est pas une échéance de personne, mais qui va être le moment où va se confronter sous la forme la plus claire la question de savoir si face au défi, la réponse est chacun pour soi ou tous ensemble. D'ici là, nous avons une rencontre avec le suffrage universel. Nous sommes ici tous républicains, c'est-à-dire attachés à la forme démocratique du combat politique et de son expression dans les votes. Nous nous croyons, ayant payé fort cher dans l'histoire le prix des illusions à ce sujet, à aucune autre forme d'accès à la transition d'un régime à un autre. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann il y a un instant, la question de la constituante et du passage à la 6e République n'est pas seulement une question qui concerne l'organisation des pouvoirs publics, cela suffirait à dire son importance. C'est l'acte central de la stratégie révolutionnaire de notre époque, de la révolution citoyenne. En devenant constituant, le peuple s'autodéfinit, déclare quels sont ses droits, car de devoir nul n'en a, sinon de respecter les droits qui sont inscrits dans une constitution. Et c'est l'ensemble du respect de ces droits qui constituent les devoirs des citoyens. Je le rappelle à tous ceux qui, à intervalles réguliers, viennent la mine sucrée, nous rappeler que si on a des droits, on a aussi des devoirs. Ce qui vaut pour la morale individuelle ne vaut pas pour la vie des sociétés. Et je sais très bien comment cette pantalonnade se finit toujours. Si l'on a des droits à la sécurité sociale, alors on aurait des devoirs à l'égard de sa propre santé. Et on ne serait remboursé que si on ne fume pas, si on ne boit pas, si on ne vit pas, si on ne respire pas, si on ne marche pas, etc., etc., etc. La République citoyenne est une République de droit qui dit que la liberté de chacun s'achève là où commence celle des autres, que cela suffit à une organisation rationnelle de la société. Mais alors elle dit quelle est sa frontière, car lui,
toute vie est faite de frontières et de la dialectique du dedans et du dehors. Dans la vie de la nature, un organisme entièrement ouvert est un organisme mort. Et de même, dans la vie de l'humanité, depuis que l'humanité est humanité, comme le dit l'anthropologue Maurice Godelier, contrairement à ce que suggère l'intuition, la première communauté politique, ce n'est pas la famille. C'est le groupe humain qui décide de disposer des membres qui le composent pour qu'ils respectent les mêmes règles et de disposer du territoire qu'il occupe. Et c'est dans cette dynamique du partage des règles dont la source légitime est le vote de chacun, chacun ayant donné son avis et ayant voté, alors la règle s'applique à tous sans exception, quel que soit le domaine d'activité humaine. La loi a vocation à se mêler de tout, car la loi, c'est la volonté générale et la capacité que nous avons à dire ce que nous attendons de la vie que nous menons dans tous les domaines. Il ne saurait être question plus longtemps pour un Français, inventeur de la République universelle, des droits de l'homme. Il ne saurait être question de continuer à vivre dans une constitution européenne qui, sous l'égide de l'ordolibéralisme, doctrine et théorie de l'aveuglement, qui considère que l'économie est une catégorie qui sort de la délibération humaine, qu'elle participerait à un ensemble de lois de la nature. Il ne saurait être question que cette comédie continue, elle est meurtrière. Cette comédie n'a qu'un sens, garantir l'hégémonie du gouvernement de droite allemand sur le reste de toute l'Europe. Il faut nommer les choses par leur nom. Nous vivons dans une Europe à l'allemande, c'est-à-dire soumise aux intérêts de la CDU-CSU, dont la clientèle électorale est faite des retraités qui ont besoin que leurs fonds de pension qui payent leur retraite reçoivent des niveaux assez élevés de rémunération, considération qui les conduit à vouloir abaisser partout le prix des salaires et à faire monter la valeur de la monnaie pour s'approprier au moindre coût les marchandises qui sont disponibles. Voilà quelle est la dynamique actuelle de l'Europe. Ne pas le dire, le contourner, c'est se masquer ce qu'est la réalité des rapports entre les peuples qui sont organisés en nations et qui, bien sûr, naturellement, pensent que ce qui est bon pour eux est bon pour tous, sauf que la nationalité et l'identité française n'a jamais cessé d'être autre chose que la République et ne sera jamais une ethnie, une langue, une religion, une couleur de peau, ce qui est considéré comme le Volksgeist d'autres. Moi, je dis les choses comme je les vois. Et c'est ça qui m'amène à vous dire ce que nous pouvons partager comme effort, les transitions qu'il va falloir faire. Si demain, nous gouvernons ce pays, ce qui se produira, nous appliquerons le programme qui aura été voulu par le peuple français. Nous ne ferons pas un gouvernement Tsipras. Nous ferons un gouvernement qui applique son programme et qui dit à tous les Français, il est vrai que ce programme est absolument incompatible avec les traités européens. Nous avons la franchise et l'honnêteté de vous dire qu'on ne peut rien changer de fondamental et de décisif à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres dans le cadre des traités actuels. À traité constant, comme disent certains, on ne peut rien faire d'autre que la même politique qu'aujourd'hui. Nous le savons. Nous avons entendu avant les petits messieurs venir nous dire, celui-ci, qu'il allait renégocier les traités budgétaires avant d'aller demander où il fallait signer sa capitulation. Le suivant, réussir ce tour de force, de se mettre à dos 10 pays d'Europe sur une proposition par ailleurs inepte de budget européen et de je ne sais quoi encore, de gouvernement économique et toutes ces histoires que la social-démocratie traditionnelle avait dans ses cartons. C'est avec tout ça qu'il s'agit de rompre. Plan A, nous voici, et nous disons au vrai maître de l'Europe, c'est-à-dire Madame Merkel, qui, comme vous le savez, est interminable, les Français verront leur volonté appliquée. Il faut donc renégocier tout ce qui
ne permet pas que leur volonté soit exécutée. Vous voulez, tant mieux. Vous ne voulez pas, tant pis, plan B, on le fait quand même. Plan A, plan B, ce n'est pas une dissertation abstraite sur l'Europe, la monnaie, que sais-je encore. C'est la manière de mettre en œuvre de façon concrète l'exécution de la volonté générale et de la souveraineté du peuple français. Et mon pari est que nous parlons une langue universelle, européenne, internationale, quand nous disons que nous voulons dans notre pays la santé pour tous, l'éducation laïque gratuite pour tous, que nous voulons des équipements publics, que nous voulons sortir des formes de production les plus dangereuses pour passer à autre chose. Cette langue, tout le monde l'entend, qu'on soit espagnol, portugais, peut-être même lituanien, que sais-je. Oui, tout le monde peut l'entendre. Alors assez avec ces leçons à propos du nationalisme. De quel droit, je vous prie? Que nous reprochez-vous? Je n'oblige personne à prendre mes mots, mais moi, j'ai pas peur. Et je vous dis de ne pas avoir peur. J'aime ma patrie. J'aime la France. Je suis content d'avoir ramené le drapeau tricolore, qui est le drapeau de la Révolution, dans les rangs des miens. Je suis heureux de chanter à plein poumon la Marseillaise, parce que c'est non seulement celui de la patrie française, mais celle de toute l'humanité, chaque fois qu'une lutte est menée sur l'émancipation. S'ils n'aiment pas leur patrie, c'est leur affaire, mais permettez-nous de l'aimer. Et nous sommes de tradition internationaliste. Mais dans internationaliste, vous entendez quand même le mot nation. Mais je l'ai dit, ce n'est pas la nation ethnique, c'est la nation politique. Le cadre dans lequel on décide. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Donc, rompre avec les traités et les traités budgétaires. Je le redis avec force parce que j'ai encore entendu M. Jadot récemment dire quelque chose qui me paraît inférieur au niveau d'exigence de M. Hulot sur le sujet. Il voulait un traité constant. Et oui, d'autant que les traités en question, il les a lui-même soutenus, notamment le traité budgétaire. Non, il faut rompre avec ces traités. Ensuite, il faut donc rompre avec toutes les politiques de grande coalition qui unissent les forces progressistes, ou pour mieux dire les enchaînent, à l'ordolibéralisme. Mes amis, mes très chers amis, on ne peut pas s'entendre aussi longtemps qu'il y a le PSE dans le paysage. On ne peut pas s'entendre avec quiconque s'accorderait avec le SPD allemand qui co-gouverne l'Allemagne avec la droite CDU-CSU. La liberté de combat est au prix de cette rupture. Enfin, il faut prendre la mesure du danger que nous font courir ces gens. Vous savez comme moi que nous avons 300 militaires postés à la frontière de la Russie. Je me demande pourquoi. Pourquoi faire? Pour la première fois, depuis 2 siècles, des Français en armes à la frontière de la Russie. On voit comment, petit à petit, comme disait ce pauvre Hollande, qui prétendait avoir découvert le nouveau Volksgeist européen, l'Europe de la défense. Ces gens-là se gardent bien de nous dire contre qui ils comptent se défendre. Parce qu'en vérité, leur problème n'est pas de se défendre, mais d'attaquer. Et donc, leur Europe de la défense, pour moi, c'est l'Europe de la guerre. Je vois que tu soupires. Eh bien, tu auras l'occasion de me dire tout à l'heure pour... Attaquer la Russie, ne raconte pas de conneries. Personne ici ne veut attaquer la Russie. Chers amis. Je ne dis... Non, mais attends, je l'entends. Écoutez, il a le droit. Personne ne propose d'attaquer la Russie. Tu fais quoi, toi? Pardon? Si la Russie nous attaque, tu fais quoi, toi? Je ne crois pas que la Russie nous attaque jamais. Voilà ce que je crois. Non, mais bon. Mais ça, c'est une divergence. Mais d'accord, mais c'est une divergence. Je ne veux pas biaiser avec ça. Je suis pour la sortie de l'OTAN et le programme L'Avenir en commun prévoit la sortie de l'OTAN. Point. Et il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas d'arrangement possible. La Russie, quel que soit son régime, ne peut pas être un adversaire pour la France. L'histoire longue nous apprend ça. Depuis toujours. Nous n'avons donc pas à leur faire la guerre, ni à donner le sentiment que nous la préparons. Tous ceux qui lisent les textes européens savent que tous les documents sur la défense européenne sont des documents anti-russes.
qui nie la réalité de ce qui s'est passé en Ukraine, du caractère néo-nazi de ceux qui dirigent ce pays et de ceux qui agressent leurs voisins. Oui, c'est la vérité. Pardon, j'en parle avec flamme. Excuse-moi, ami. Je n'ai pas l'intention que la force de mon propos puisse retentir comme une offense contre ton point de vue. Mais je le dis parce que, oui, j'ai la crainte que tout ça tourne mal, qu'à voir se promener le directeur de la CIA qui n'a aucun besoin de faire le déplacement jusqu'à Kiev et qui le fait quand même, il le fait pour menacer, pour donner à voir. Non, non et non. Nous ne le ferons pas et je pense qu'une base commune, si elle doit exister un jour politique, comporte la sortie de l'OTAN, de tous les échelons de commandement de l'OTAN, de toutes les bases de l'OTAN, des militaires français qui sont dans les comités stratégiques et autres. La souveraineté du peuple ne peut pas se penser autrement que dans l'indépendance, parce que l'indépendance est la condition de la souveraineté. La limitation de la souveraineté, comme elle est aujourd'hui formulée par un Juncker, c'est le retour à la théorie brejnevienne de la souveraineté limitée. Quand M. Juncker dit qu'il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités, il reprend cette formule. La démocratie n'est pas possible dans les traités, elle n'est possible qu'en dehors des traités. Voilà le message fort qu'il faut porter. Voilà ce que je crois qui pourrait nous donner matière. Il faut, bien sûr, que j'aille à ma conclusion. Je veux le faire encore en essayant d'appeler, puisque nous sommes à Marseille, que l'esprit marseillais habite la suite de notre histoire. Marseille dans la Méditerranée. Marseille qui vous oblige à prendre conscience du fait que cette mer où est née notre civilisation, la nôtre, il y en a d'autres, est en danger. Et que dès lors, si nous nous attelons à la laisser respirer, à faire en sorte qu'en 2050, il n'y ait pas plus de plastique que de poissons dans l'eau, si nous comprenons qu'il lui faut un siècle pour se renouveler et que tout passe par cet étroit goulet qu'est le détroit de Gibraltar, qui le met en contact avec l'océan mondial, alors nous déchaînerons un enthousiasme. Mais cet enthousiasme, il doit concerner tout le bassin méditerranéen. La vocation de la France est dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen est la grande civilisation qui, depuis 3 millénaires, tourne en rond sur chacune des rives, est un appel pour nous. Le meilleur appel qui soit à renouer avec l'idée de la grandeur telle qu'on peut se la faire, qui n'est pas la domination, qui n'est pas la violence coloniale, qui est la mise en partage d'un destin commun. La Méditerranée est l'avenir de la France, et il est important et dommage que Mme Merkel ne s'en soit pas mieux rendu compte. La Méditerranée n'est pas le lave-pied de l'Europe. C'est le contraire. De là doit venir pour le futur une énergie dont la France a grand besoin. Vous le savez comme moi. C'est pas milliers, dizaines de milliers, peut-être millions, que nous avons en commun des familles, des enfants, des parentèles avec les peuples du Maghreb, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, qui sont les civilisations et les pays frères et sœurs de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de la Grèce. Voilà, la France ne peut prospérer. La France ne peut occuper sa place en Europe et dans le monde si elle tourne le dos à la Méditerranée. Mais si elle noue avec elle, alors elle donne le sens de sa participation singulière à la vie des peuples, et notamment celle du Nord et de l'Est, qui ne comprennent rien à ce qui se passe ici, et notamment Mme Merkel, qui est sans doute la plus attardée sur le sujet. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai fait peut-être avec trop de passion, mais quoi? Il en faut. La politique n'est pas ce plat insipide que trop souvent on nous appelle à consommer. Je suis le cœur plein de l'enthousiasme de ce qui va se passer. Je sais combien notre peuple souffre aujourd'hui. Vous êtes à Marseille, et ce n'est pas seulement le port qui est situation unique, je crois, en Europe, entre jusqu'au centre-ville. C'est la misère et la détresse la plus absolue.
de pauvres gens qui font ce qu'ils peuvent pour assumer la dignité de leur existence, jusque dans le cœur de la ville, le quartier le plus pauvre d'Europe, dit-on. La France souffre. Elle souffre parce qu'elle est asservie à des traités brutaux. La France souffre parce qu'elle est confrontée à des phénomènes dont elle voit bien qu'on ne lui permet pas de les affronter. Les vagues d'immigration sont rendues quasiment incontournables du fait des politiques de l'Europe. Et il faut le rappeler. Ce sont les traités commerciaux inégaux qui vident les campagnes des agriculteurs, des pêcheurs, ceux qui vivaient autour du lac Volta, ceux qui vivent sur le littoral du Sénégal et du reste de l'Afrique, à qui l'Europe achète d'un seul coup des prises par millions de tonnes qui deviennent inaccessibles aux pêcheurs, qui inondent de marchandises, qui tuent les agricultures vivrières. Elle vient à l'air Faro nous dire, vous avez vu, ils sont entrés dans l'économie mondiale qui dorénavant se compte en dollars. Mais les pauvres gens qui fabriquaient des choses qu'ils pouvaient manger ont disparu entre-temps et sont partis. La première cause de l'immigration, ce sont les politiques injustes. Et je rappelle à tout le monde, et à bon entendeur, salut, que vivre et travailler au pays ne doit pas être seulement un slogan réservé aux gens des pays du Nord développés. Parce que les gens ne partent pas de chez eux par plaisir, mais pour faire du tourisme économique. Et cela, les peuples européens le savent. 400 000 jeunes Grecs sont partis de chez eux, 500 000 Espagnols. Et quand vous allez à l'université comme Putense à Madrid, la première pancarte que vous voyez sur le mur est écrit dessus « L'exil est une souffrance ». L'exil est une souffrance. Le pied noir qui vous parle le sait et vous dit « L'exil est une souffrance ». Les gens ne demandent pas mieux que de chercher leur bonheur et leur pauvre vie là où ils se trouvent, avec leurs enfants, sans les voir partir en mer et risquer leur vie et attendre les nouvelles qui ne leur arrivent pas. Dès lors, je n'ai jamais cru que la libre circulation serait en quelque sorte un idéal de vie pour les peuples. Ce n'est pas vrai. Et la liberté d'installation est une fausse liberté si elle a été précédée d'une telle barbarie. Voilà ce que nous avons à dire. Ce n'est pas un point de vue équilibré. Nous ne sommes pas à mi-chemin entre deux délires. Nous sommes sur la position de la raison raisonnable et que quelqu'un vienne nous démontrer que ce que je viens de dire est autre chose que la raison mise en œuvre et une politique raisonnable. Après quoi, face à ceux qui sont en détresse, le devoir d'humanité et de fraternité humaine est indépassable. Quand le président me dit « Moi, je n'ai pas voulu accueillir l'Aquarius parce que ça serait donner raison à Salvini », eh bien, je lui dis que peu nous chaud de savoir si c'est Salvini, en récif ou quoi que ce soit. Nous ne permettrons pas que ces pauvres gens meurent en mer. Nous ne permettrons pas que vous leur infligiez 3 jours de supplice supplémentaires comme vous l'avez fait en les prenant en otage de vos règlements de compte avec les Italiens. Voilà. Alors, voilà. Cher Emmanuel, ma chère Marie-Noël, chère Catherine, je vois dans la presse que vous vous rapprochez de moi, je ne vois pas vos idées, je le vois aux injures qui vous sont données. Alors vous voilà vous aussi, populistes, nationalistes, je vous annonce la suite, Venezuela et Cuba à tous les repas. J'avais dit à Oscar Lafontaine, qu'est-ce qu'ils nous font quand on s'en va? Et Oscar m'avait dit, ah, toutes mes vacances et ma femme, ma voiture, tout y est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire, Oscar? C'était mon aîné. Supporter. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et devoir faire? Supporter un bashing permanent, à la hauteur de la peur que nous leur inspirons, et qui va grandir à partir du moment où vous aurez pris vos décisions. Sachez que nous attendons le cœur plein d'espérance et d'allégresse à l'idée des fraternités qui s'annoncent.